La poésie lyrique au Moyen-Âge, troubadours et trouvères. Nous allons voir aujourd'hui d'abord la poésie des troubadours, puis celle des trouvères, dans l'ordre chronologique. La poésie lyrique naît au sud de la France. C'est une poésie qui est écrite d'abord en Languedoc, avant de migrer vers le nord de la France, et on va trouver petit à petit les mêmes genres littéraires en Languedoc. Il faut retenir qu'il s'agit d'une poésie aristocratique, c'est-à-dire une poésie qui est faite pour les gens habitant à la cour, et non pas dans les villes ou dans les campagnes, et par conséquent, elle est complexe et elle est hermétique. Elle n'a pas vocation à être comprise par le premier venu. Le genre dominant, c'est la canso. Je vous signale que vous avez une explication de tous ces termes, canso, coblas et tornade, dans la brochure et bien sûr sur cette diapositive. Ce qui est important à retenir, c'est cette idée qu'il s'agirait d'une chanson. Effectivement, les troubadours sont des poètes musiciens et quand ils composent les vers, ils composent en même temps la musique qui est d'habitude exécutée sur une vielle. Un autre élément important à propos de ce genre du canso de la lyrique des troubadours, c'est qu'il est accompagné d'une vida, qui est une biographie donc fictive du poète, inspirée de la chanson, comme c'est indiqué, et qui a une dimension exemplaire. C'est à la fois, donc on va avoir à la fois l'expression d'un amour particulière, de la fine amour sur laquelle on va revenir dans les diapositives suivantes, et cette expression de la fine amour n'est pas à la portée de n'importe qui, n'est pas faite par n'importe qui, elle est faite par quelqu'un qui fait preuve d'un certain raffinement, d'une certaine qualité de l'âme, du cœur, qui lui permet de bien saisir les nuances de la fine amour. Pour citer quelques noms de troubadours célèbres, le plus célèbre d'entre eux est Guillaume IX, duc d'Aquitaine, d'origine sociale donc extrêmement élevée, dont il nous reste 11 cansos. 6 d'entre elles sont d'ailleurs assez comiques, voire obscènes, tandis que 5 autres donnent une expression à cette fine amour dont on parlera dans un instant. Mais à retenir donc que les troubadours ne sont pas seulement d'origine sociale élevée. Il est vrai que Geoffrey Rudel, par exemple, est aussi quelqu'un d'extraction très haute, mais Bernard de Ventadour, c'est le fils d'une servante du château de Ventadour, et pourtant, il va accompagner Aliénor d'Aquitaine, il va tourner donc dans les sphères les plus hautes de la noblesse de l'époque. À retenir également qu'on parle de troubadours, mais il existe également des femmes troubadours, les trobaérites, par exemple la comtesse de Die. Alors, maintenant nous allons voir un peu plus précisément ce qu'est la fine amour. Donc voilà, c'est un mot féminin. Vous savez d'ailleurs que le mot amour est resté en français moderne féminin au pluriel. Alors, qu'est-ce que c'est que la fine amour et qu'est-ce que c'est que la courtoisie puisqu'on parle bien de poésie courtoise et d'amour courtois. Alors, la courtoisie, c'est un nouvel idéal de société qui apparaît à cette époque et qui est fondé sur la maîtrise de soi et de ses pulsions. Les valeurs essentielles de la courtoisie, ce sont la noblesse, la générosité, la politesse, le respect pour la dame, etc. Et donc c'est une conception à la fois de la vie et de l'amour qui s'oppose à la vilainie. Celui qui n'est pas courtois, c'est le vilain. Donc c'est un mot qui désigne le paysan, mais qui prend très tôt une signification morale, c'est-à-dire celui qui n'est pas courtois, il est grossier, il est cupide, il est jaloux de ses biens et de sa femme. Alors que pour les troubadours, au contraire, celui qui est véritablement courtois, c'est celui qui sait faire une place essentielle à la femme, qui sait respecter les femmes, leur témoigner même une forme de dévotion. Et donc l'amant courtois et le poète courtois, c'est celui qui fait de celle qu'il aime sa dame, sa domna, c'est-à-dire sa suzeraine, au sens féodal, et lui, il est son vassal. Il lui est absolument soumis, il lui doit donc l'obedienza,
la soumission parfaite. Cette dame à laquelle le poète est soumis, c'est une dame généralement inaccessible, la fine à mort, donc cet amour pur et secret pour une dame inaccessible, souvent mariée à un seigneur, ça met en scène des amours adultères. Cette poésie de la fine à mort, elle célèbre non pas la jouissance, puisque cette dame est inaccessible, mais elle célèbre le désir, appelé le talan. Alors attention, il ne s'agit pas d'un amour platonique, la jouissance du corps est désirée, hein. Le but de la poésie, c'est le josir, c'est-à-dire la jouissance sexuelle, mais elle n'advient pas, puisque pour qu'il y ait poésie, il faut qu'il y ait désir, il faut qu'il y ait sans cesse célébration de la dame et demande qu'elle accède au vœu d'amour du poète. C'est toute une éthique qui est en jeu ici, puisque le poète doit devenir meilleur pour être digne de sa dame. Il doit se polisser, il doit être le plus courtois possible, et il doit bien sûr composer des chants d'amour pour elle. Donc l'amour pour la dame se confond avec l'amour pour la poésie, et c'est un désir qui est créateur, qui donne l'impulsion poétique. Et on l'appelle, cette poésie des troubadours, le grand chant. Et donc dans ce grand chant, l'amour pour la dame est aussi un amour pour la langue, pour la musique. Alors maintenant, le trobar. Alors qu'est-ce que c'est que le trobar ? C'est comme ça que les troubadours désignent leur poésie lyrique. Donc le terme de troubadour, le mot troubadour, il vient du verbe trobar, qui vient lui-même du latin tropare, qui signifie composer des tropes. Donc les tropes, ce sont des pièces chantées qui doivent orner le chant liturgique. Mais peu à peu, le terme désigne également une activité littéraire qui se donne comme création, invention, trouvaille. Et donc les troubadours inventent le poète comme trouveur de mots, de sons, de rimes, c'est-à-dire comme un artisan, un forgeron, qui fabrique de la poésie. Et le trobar, c'est donc la poésie lyrique, fabriquée par ces troubadours qui font des trouvailles. Alors, avec les troubadours, la poésie devient vraiment un métier, et le poète devient un écrivain, c'est-à-dire un créateur, un artisan de la langue. Leur poésie est très raffinée dans l'expression, dans la forme, mais leur but n'est pas du tout d'être originaux du point de vue des thèmes, puisqu'on a vu, ils parlent tous de fine à mort et donc d'amour courtois. L'idée, en fait, c'est que le poète ne cherche pas la nouveauté dans ce qu'il raconte, mais il cherche à renouveler des motifs qui sont hérités en inventant un style, une forme qui lui appartiennent en propre. Donc tous parlent de cet amour impossible, inaccessible pour la domna, mais c'est la forme du chant qui varie. Alors, on a toujours affaire à une poésie à la première personne, avec un jeu lyrique qui chante ses amours, mais il ne faut pas se tromper, le poète ne raconte pas sa vie, si vous voulez, ses amours. Il ne s'agit pas d'une poésie autobiographique, même si c'est la lecture qui va être faite au XIIIe et au XIVe siècle, quand on va rédiger a posteriori les vidas, les biographies fictives de ces poètes à partir de leurs poèmes. En réalité, ce jeu lyrique n'est pas un jeu personnel qui s'identifierait à la personne de l'auteur, c'est le jeu de l'amant idéal et courtois. Donc l'idée, c'est de broder sur des motifs préexistants, pas de raconter ses propres amours. Donc cette conception de la poésie, elle donne un formalisme, si vous voulez, une recherche formelle. L'idée, c'est d'être, en racontant toujours le fine à mort, le plus virtuose possible, et d'inventer des formes poétiques les plus sophistiquées possibles.
Alors, il y a 3 conceptions de l'art poétique chez les troubadours. D'abord le trobar le, donc le ça veut dire léger, clair, large. Donc là, c'est la recherche d'une expression simple et naturelle qui se veut relativement facile et accessible, même si, bien sûr, hein, ça implique une grande virtuosité d'aboutir à ce naturel. Donc, les plus célèbres des troubadours qui l'illustrent, ce sont Bernard de Ventadour et Geoffrey Rudel. Ensuite, deuxième type de trobar, le trobar clus. Donc clus, ça a donné clos, donc le trobar clos, secret, fermé. Donc là, au contraire, c'est une poésie hermétique, énigmatique, obscure, qu'il faut vraiment décoder. Donc son théoricien s'appelle Rimbaud d'Orange. Et puis, troisième conception de l'art poétique chez les troubadours, le trobar ric, c'est-à-dire riche. Donc là, c'est une poésie qui prône la recherche de rimes riches, de mots et d'assonances rares, et l'abondance des figures de style. Et donc là, l'illustration parfaite, c'est Arnaud Daniel. Je vous conseille d'aller voir dans la brochure parce que c'est particulièrement virtuose. Et c'est très intéressant. Alors, l'évolution et la réception de cette poésie des troubadours. À partir du XIIIe siècle, après la croisade contre les Albigeois, qui a donc beaucoup affaibli le sud de la France, on observe un déclin de la poésie lyrique des troubadours. C'est à cette époque qu'on écrit les vidas, hein, donc les vies imaginaires des troubadours, qui rationalisent et qui tâchent d'expliquer leur poésie en l'incluant dans une narration. Mais donc vous voyez, c'est au moins un siècle après leur rédaction, et les vies sont écrites à partir des poésies. Ensuite, au début du XIVe siècle, un mouvement apparaît à Toulouse pour renouer avec la tradition des troubadours et lutter contre le déclin de cette poésie. Donc il aboutit en 1323 à la création du consistoire du Gai Savoir, qui est une réunion de bourgeois, donc on n'est plus à la cour, hein, qui organise des concours de poésie. Alors, du coup, d'activité de cours, la poésie lyrique du Sud, en Languedoc, devient une activité bourgeoise, urbaine. Puisque vous savez, les bourgeois habitent dans les villes. Le bourgeois, c'est celui qui vient du bourg. Le consistoire du Gai Savoir fait écrire les règles de la poésie courtoise, qu'on appelle les Laits d'amorce, dont la première rédaction est achevée en 1341. Vous voyez, on écrit les règles a posteriori, une fois que la poésie a sensiblement décliné. La poésie des troubadours, ça c'est intéressant à noter, échappe au mépris qui touche la littérature médiévale à l'âge classique. Elle est connue au XVIIe siècle, elle est appréciée par les précieuses et les milieux galants pour sa philosophie de l'amour courtois, on y reviendra. Et puis aujourd'hui encore, l'art formel des troubadours continue à fasciner et à inspirer des poètes comme Jacques Roubaud, hein, qui est un grand poète contemporain, membre de l'Oulipo, et qui a consacré plusieurs essais à la poésie des troubadours et s'en est inspiré dans ses œuvres. Alors maintenant, après avoir vu la poésie lyrique des troubadours, on va voir ce qu'il se passe du côté des trouvères et du lyrisme non courtois. Alors, donc c'est à partir du milieu du XIIe siècle que le lyrisme courtois s'implante aussi dans le nord de la France et passe de la Languedoc à la langue d'Oil. Donc le symbole de cette expansion, c'est le mariage en 1137 entre Aliénor d'Aquitaine, la petite fille de Guillaume IX d'Aquitaine, hein, vous vous souvenez, le duc troubadour, avec le roi de France, Louis VII le Jeune. Et donc, grâce à Aliénor d'Aquitaine, la lyrique des troubadours va être petit à petit implantée au nord. Mais cette avancée géographique ne va pas sans quelques transformations, hein. Les poètes que l'on nomme trouvères au nord, donc c'est la transposition avec une sorte d'accent ch'ti, si vous voulez, des termes troubadours, adoptent un style très différent. Un style beaucoup plus simple, d'allure beaucoup plus populaire, et ils font évoluer la poésie vers ce qu'on appelle un lyrisme non courtois. Ils découvrent des nouvelles formes poétiques,
tout en s'inspirant des structures formelles de la canso des troubadours. Le plus illustre des trouvères, c'est Thibaut de Champagne, qui est comte de Champagne et roi de Navarre, mais on note quand même que les conditions de la vie littéraire des trouvères sont différentes de celles des troubadours. Il y a moins de grands seigneurs, il y a plus de bourgeois appartenant à des villes, qui deviennent donc à cette époque-là des centres culturels, où les écrivains se regroupent en confréries. La plus célèbre, c'est la confrérie d'Arras, qu'on appelle la confrérie des jongleurs et bourgeois, et qui organise des fêtes, des concours de poésie, où l'on compose des poèmes relevant de cette lyrique non courtoise. Alors, il y a deux sortes principales de poésie non courtoise. Tout d'abord, la poésie populaire, avec des chansons d'aube, des chansons de toile. Donc, la chanson d'aube, c'est une chanson qui chante les amours de deux amants et leur réveil à l'aube, au moment où ils doivent se séparer. Et puis la chanson de toile, c'est une chanson qui est surtout pour les femmes, puisqu'elle est chantée généralement par des femmes lorsqu'elles tissent une toile, et elle raconte, par une sorte de mise en abîme, l'histoire d'une jeune fille à sa tapisserie et ses amours contrariés. Et puis deuxième sorte de poésie non courtoise, c'est la poésie carrément anti-courtoise, qui va à l'encontre des valeurs de la courtoisie. Donc on peut noter essentiellement la pastourelle, qui raconte la rencontre entre un chevalier séducteur et une bergère. Donc là, hein, on n'a plus l'amant qui est vassal de la dame qui serait sa suzeraine. Et généralement, la bergère se donne rapidement au chevalier, hein, donc on n'est plus du tout avec une dame inaccessible. Et puis, autre exemple de poésie anti-courtoise, c'est la chanson de la mal mariée. Donc la mal mariée, c'est la jeune femme qui a été mal mariée, qui n'aime pas son mari. Et donc c'est un détournement burlesque et obscène de la courtoisie, puisque la jeune femme cocufie son époux. À partir du XIIIe siècle, on s'achemine petit à petit vers un lyrisme personnel. Une nouvelle poésie advient qui n'est cette fois plus chantée, mais récitée. Et le poème est donc appelé le dit, hein, puisqu'on le dit, on ne le chante plus. Elle est d'inspiration morale, religieuse et satirique. On trouve cela par exemple chez Jean Baudel dans ses Congés qui datent de 1202. Le poète est atteint de la lèpre et se retire du monde. Et donc dans cette poésie qui s'achemine vers un lyrisme personnel, le poète se met en scène dans le poème et il fait de son expérience personnelle, cette fois, un prétexte à une méditation sur la vie et sur la création poétique. Le ton est autobiographique, mais attention, hein, encore une fois, il n'y a pas d'exigence de sincérité. Il y a plutôt ce que Michel Zinc a appelé, à propos de Rudebeuf, donc un des grands représentants de ce lyrisme personnel, une dramatisation concrète du moi. Donc Michel Zinc a parlé à propos de Rudebeuf d'une dramatisation concrète du moi. Zinc dit: c'est une poésie de la réalité, particulière et reconnaissable, mais travestie, comme est travesti le moi qui l'expose et s'expose. Voilà donc un petit bilan sur les notions de poésie lyrique, de troubadour et de trouvère, et sur le lyrisme non courtois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer des mails à vos professeurs.